Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente hors-série paranormale. Les âmes damnées de la montagne maudite. Une enquête d'Axel Vigneux. Dans le petit laboratoire de l'école polytechnique de Zurich, 5 ingénieurs en blouse blanche plantés devant l'écran regardent le film La Reine des Neiges. À la manœuvre, Alexander Puzrin, spécialiste en géomécanique, tient la télécommande. Il avance jusqu'à la séquence voulue et la diffuse une première fois. Puis il la repasse au ralenti. Ses 4 acolytes se regardent dans le blanc des yeux. Grâce au studio Disney, c'est un très vieux mystère de la montagne qui est sur le point de tomber. La mort surnaturelle de 9 personnes vient enfin de trouver son explication. Pour comprendre, il faut se déplacer de 4000 km vers l'est et remonter 60 ans en arrière. Nous sommes le 23 janvier 1959 à Sverdlovsk, aux confins de l'Oural. Ce matin-là, ils sont 10 à prendre le chemin de la gare. Blouson chaud, bonnet et ski de randonnée sur le dos. 9 étudiants et étudiantes dans la vingtaine, accompagnés de leurs professeurs de sport. Ils partent pour 15 jours d'expédition en pleine nature, sous la direction de la pire tête brûlée de la bande, un certain Igor Dialtov, 23 ans. Leur objectif ? Être les premiers à franchir à pied en plein hiver l'ultime barrière de montagne qui sépare le mont Oural de la Sibérie. La ligne de crête à vaincre, d'à peine 1000 mètres d'altitude, n'est pas si impressionnante que ça. Sur le papier, il s'agit d'une sorte de bosse arrondie au fil des millénaires. Mais la zone est encore inexplorée et l'hiver russe n'est pas tendre. Les 10 aventuriers s'attendent donc à en baver, et ils n'ont pas tort. En train, en camion, puis en carriole à cheval, le petit groupe gagne le dernier village indiqué sur la carte avant de s'élancer vers l'inconnu, à travers les vastes étendues de neige immaculée. Les premiers jours se passent bien. Les 10 marcheurs, sportifs et entraînés, progressent vite. Le soir, ils allument un grand feu et montent une vaste tente collective. L'un d'eux a même pensé à emmener sa mandoline et chante avec les randonneurs pour se réchauffer. Le bonheur en pleine nature. Mais après une petite semaine d'efforts, voilà que Yuri, 21 ans, commence à tirer la patte. Écoutez les gars, je suis en train de vous retarder là. J'y arriverai pas. Là j'en peux plus, j'ai ma sciatique qui s'est réveillée. Bon écoutez, je rebrousse chemin là, c'est décidé. Et donnez-moi des nouvelles quand vous arrivez. Le 28 janvier, perclus de douleur, il renonce et fait demi-tour, laissant ses 9 compagnons finir l'expédition sans lui. Il ne les reverra jamais. Yuri rentre à Sverdlovsk et attend le télégramme que le groupe doit lui envoyer en atteignant Vizay, le premier village de l'autre côté des montagnes. Mais le télégramme n'arrive pas. Et plus les jours passent, plus l'angoisse monte. Après 3 semaines sans nouvelles, il est clair que l'expédition n'est pas seulement en retard. Il s'est passé quelque chose. Un groupe de sauveteurs se rend sur place et retrouve sans mal les traces des étudiants. Elles conduisent droit au mystère qui va exhaler la région pendant des décennies. Les pas des marcheurs s'arrêtent net sur les pentes du Kolatsiakl, un sommet aussi appelé la montagne morte, point culminant de la traversée. Ensuite, plus rien, plus aucune trace des randonneurs, comme si les 9 jeunes gens s'étaient volatilisés. Les sauveteurs n'y comprennent d'abord rien, puis un éclat de tissu dans la neige attire leur attention. La tente, le carré de toile est englouti sous plusieurs mètres de poudreuse. Les sauveteurs déblaient le périmètre aussi vite que possible. La tente est vide d'occupants et entièrement fendue d'un côté, vraisemblablement avec le tranchant d'une lame. Les affaires du groupe, sac, réchaud et même la fameuse mandoline, sont toujours à l'intérieur,
Un repas en cours de préparation n'a pas été consommé, comme si le groupe avait fui précipitamment. Mais sous la menace de quoi? Ou de qui? 1 heure plus tard, un premier corps est découvert à l'orée du bois voisin. Puis les 8 autres dispersés dans la neige. 9 morts. Un spectacle atroce. Plusieurs jeunes sont nus et présentent d'étranges brûlures aux membres. L'un d'eux a les yeux arrachés. Un autre, le crâne fracassé. Un troisième n'a plus de langue. Et un autre encore a la jambe brisée. Leurs vêtements sont disséminés dans toutes les directions. À Sverdlovsk, la funeste découverte plonge la ville dans le deuil. Derrière les larmes des familles, les discussions s'animent. Qu'a-t-il bien pu se passer sur les pentes de la montagne morte? L'explication la plus évidente serait une avalanche, sauf que ce scénario ne fonctionne pas. À cet endroit, la pente est faible, il n'y a pas eu de grosse chute de neige au moment du drame et il n'y a pas non plus de traces de coulée en dehors du campement. Et puis, a-t-on jamais vu une avalanche brûler ses victimes, les déshabiller, leur briser le squelette et ensuite leur arracher les yeux et la langue? L'explication est forcément criminelle. Une enquête est ouverte, mais elle va tourner court. Au bout de quelques jours seulement, les autorités russes rendent leur conclusion. Avalanche, dossier clos. Plus étrange encore, tous les éléments recueillis lors de l'investigation sont classés secret défense et deviennent inaccessibles. Dans l'URSS des années 50, où le mensonge est omniprésent, il n'en fallait pas davantage pour alimenter les pires soupçons. Les autorités cachent la vérité, c'est une évidence. Mais pourquoi? Secret défense ou pas, quelques éléments filtrent de l'enquête. Et notamment les rapports d'autopsie, qui révèlent que les corps figés dégageaient un curieux rayonnement radioactif. Le mystère s'épaissit encore. À côté de la version officielle du drame, de nombreuses théories voient le jour. Certains pensent que les jeunes aventuriers ont croisé des militaires en mission secrète et surpris ce qu'ils n'auraient pas dû voir. On les aurait massacrés pour les empêcher de témoigner. D'autres pensent qu'on a essayé sur eux une nouvelle arme, ce qui expliquerait les brûlures. D'autres affirment encore qu'il ne faut pas chercher la main de l'homme dans cette tuerie. C'est forcément une attaque du Yéti. Mais comment établir le bon scénario sans accès au dossier d'enquête? Les années passent et les autorités russes ne lâchent rien. Pas une info, pas une révélation. L'étrange massacre des 9 devient une légende locale qui fait le lit de tous les fantasmes. On évoque même les extraterrestres. La fascination pour l'affaire ne faiblit pas. Sur les pentes autrefois désertes du Koyaksiakl, rebaptisé Col Dyatlov en hommage au chef d'expédition, des curieux affluent chaque week-end. On se prend en photo sur les lieux du drame. On rapporte une branche souvenir du petit bois sanglant. À l'échelle nationale, la télévision décortique le mystère avec plusieurs soirées à thème. L'affaire du col Dyatlov devient une sorte de serpent de mer qui refait surface régulièrement, comme la créature de Roswell en Amérique. Les années deviennent des décennies. L'URSS s'effondre, le siècle change, mais toujours pas moyen de savoir. L'arrivée d'Internet relance alors les discussions. On s'intéresse désormais aux mystères partout sur le globe. Il faut dire que l'histoire permet toutes les interprétations. Ufologues, fascinés du KGB, tout le monde y va de sa théorie. Mais la vérité se dérobe encore et toujours. Et puis en 2019, pour les 60 ans du drame, les familles des disparus publient une tribune pour demander à l'État russe d'enfin se montrer transparent. C'est alors que le dossier atterrit sur le bureau d'Alexander Puzrin, spécialiste en géomécanique à l'École polytechnique de Zurich, en Suisse. L'ingénieur, élevé en Russie, décide de se pencher sur l'affaire. Il étudie la topographie de la montagne morte, ses cycles saisonniers et se rapproche d'un autre spécialiste, John Gaume, directeur du laboratoire de simulation des avalanches de Lausanne. Ensemble, les deux hommes s'interrogent. Peut-on écarter catégoriquement le scénario d'un glissement de plaques de neige comme on l'a fait à l'époque? Pour le savoir,
il faudrait modéliser le sommet de la montagne morte sous la neige et la météo hivernale de cet hiver 1959. Un travail de titan, mais Gaume a soudain une idée lumineuse. Ce type de modèle existe déjà, il l'a vu fonctionner. Ce n'était pas dans un colloque de physique, ni dans un documentaire spécialisé, mais devant la télé avec ses enfants. Dans La Reine des Neiges, explique-t-il, la modélisation des montagnes, loin d'être fantaisiste, est un pur bijou de science appliquée. Les chercheurs téléchargent aussitôt le dessin animé de Disney et restent bluffés devant les différentes séquences. La mécanique des fluides est juste criante de vérité. Mais les montagnes abruptes de la reine Elsa d'Arendelle ne sont pas celles de l'Oural. Alors Puzrin décroche son téléphone et appelle les studios Disney. Il arrive à joindre le directeur des effets spéciaux du film, lui explique son problème et lui demande s'il pourrait avoir accès à l'algorithme d'animation pour l'appliquer sur les pentes du col Atsiacle. La réponse est oui. Conclusion, une avalanche est tout à fait possible. Puzrin réussit même à en décortiquer le mécanisme. Ce soir de 1959, ce ne sont pas des chutes de neige, mais un vent tourbillonnant qui aurait amassé une sorte de congère au sommet de la montagne. Un gros pain de glace de la taille d'une voiture se serait détaché, partant en glissade sur la pente comme un bolide sans contrôle. Manque de chance, il aurait tapé droit sur la tente. Ce qui justifie que l'on n'ait pas retrouvé d'autres coulées de neige. Mais cela peut-il expliquer le reste ? Pour en avoir le cœur net, Puzrin reste sur l'idée de la voiture. Cette fois, c'est General Motors qui l'appelle. Il sait que dans les années 70, le constructeur automobile avait expérimenté des collisions sur de véritables cadavres. Peut-il avoir accès aux données ? Et là, c'est encore un oui. Et tout coïncide. Le crâne brisé d'un des jeunes marcheurs et les traumatismes des autres ont très bien pu être causés par le choc. Après des mois de travail, Alexander Puzrin est en mesure de proposer un scénario complet. Ce soir-là, les 9 jeunes aventuriers de Sverdlovsk sont sous la tente en train de préparer un dîner au pied de la montagne morte. Mais ils ont choisi le mauvais endroit pour établir leur campement, dans le creux d'une légère cuvette. Le pain de glace se détache du sommet, glisse droit sur eux et les percute sans qu'ils ne s'y attendent. Le choc est épouvantable. Ceux assis au fond de la tente ont le squelette brisé. Les autres s'en tirent mieux, mais c'est la panique sous la toile effondrée. Une main saisit un couteau et déchire le tissu pour créer une ouverture. Redoutant un deuxième bloc, tout le monde sort en catastrophe et s'éloigne vers le petit bois voisin pour se mettre à l'abri. Mais ils n'ont pas le temps de prendre leurs affaires. Il fait moins 20 degrés à l'extérieur et, mal couverts, ils ont terriblement froid. Sans doute, les blessés basculent-ils les premiers dans une grave hypothermie. Les autres allument un feu, mais cela ne suffit pas à les réchauffer. À mesure que les minutes passent, les cerveaux s'engourdissent, les corps basculent. Ceux qui résistent tentent de se réchauffer à la flamme coûte que coûte en approchant leurs membres au plus près du brasier. Voilà ce qui explique les brûlures. Mais il n'y a rien à faire. Les étudiants sombrent un à un dans l'inconscience, puis la mort. À bout de souffrance, les ultimes rescapés deviennent fous et ont le comportement typique rapporté lors des drames similaires. Vaincus par le froid, sans plus aucune lucidité, ils se déshabillent et jettent leurs vêtements devenus insupportables, ce qui signifie leur arrêt de mort. Voilà pourquoi on les a retrouvés nus. Les charognards viendront ensuite se repaître des cadavres en y prélevant des yeux, une langue ou un morceau de chair. Le scénario est bouclé. Pas besoin de Yéti. Mais il demeure un mystère. Cette étrange radioactivité dégagée par les corps, l'explication pourrait être double. À l'époque, les lanternes utilisées par les randonneurs contenaient du thorium, un composé chimique radioactif qui a pu les irradier. D'autre part, le mont Kolatsiakl se trouve à seulement 200 km du complexe nucléaire russe de Mayak où une violente explosion s'est produite en 1957, soit 2 ans avant le drame.
C'est peut-être toute la zone qui était alors radioactive. On ne saura sans doute jamais si la théorie d'Alexander Puzrin est rigoureusement exacte. Mais elle a le mérite de proposer un scénario 100% naturel, étayé scientifiquement pour expliquer le drame survenu le 1er février 1959. Ainsi, l'État soviétique n'aurait pas menti. Il ne s'agissait sans doute que d'une avalanche, sans aucune intervention extraterrestre, ni fantôme de Staline. Mais gageons que cette explication simple et basique ne parviendra pas à convaincre les défenseurs acharnés des théories les plus extravagantes. Avec le travail d'Alexander Puzrin et le concours des studios Disney, une partie du mystère s'est envolée. Mais la légende, elle, à n'en pas douter, survivra. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.